Bonjour à tous et bienvenue sur Capital Humain, l'espace où l'on affine ses talents et l'on apprend à développer des compétences utiles dans le monde professionnel. Aujourd'hui, on va développer une compétence indispensable dans le milieu professionnel, la prise de parole. Et pour ce faire, nous recevons aujourd'hui une experte dans le domaine. Maître Jaël Manzambi. Elle est avocate et formatrice en art oratoire. Aujourd'hui, avec elle, on verra comment gérer son stress pendant une prise de parole, comment adapter son discours à son public, comment convaincre, comment impacter un auditoire. Et donc, sans plus attendre, à vos notes, à vos stylos, on y va, c'est parti. Maître Jaël, bienvenue sur Capital Humain. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Alors, Madame Claire, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais que vous puissiez vous présenter. Est-ce que vous pourriez nous dire très brièvement qui est Maître Jaël Manzambi? Merci beaucoup, Madame la présentatrice, pour l'octroi du verbe. Je ne peux pas directement passer à la présentation sans pour autant saluer nos chers téléspectateurs qui sont sûrement nombreux en train de nous suivre. Pour ce qui est d'une brève présentation, je suis Maître Jaël Manzambi, je suis avocate, je suis défenseur des droits de l'homme, je suis formatrice et je suis CEO de Ja Bas Service et surtout amoureuse et passionnée de la parole. Waouh, amoureuse et passionnée de la parole. Exactement. Alors, Maître Jaël, vous êtes experte en art oratoire. Est-ce que vous pourriez nous donner une petite définition de ce qu'est l'art oratoire et nous dire aussi s'il y aurait une différence entre art oratoire et prise de parole? Parce que souvent, on entend ces deux concepts pris dans des contextes différents. On va entendre concours d'art oratoire, formation en prise de parole. Est-ce qu'il y aurait vraiment une différence? Merci beaucoup, Madame la présentatrice, pour cette belle question. D'entrée de jeu, il est important de noter qu'il n'existe pas vraiment de différence entre art oratoire et prise de parole en public, mais pourtant, il s'agit d'une sorte de nuance. Okay. Comment on définit l'art oratoire ou encore quid de l'art oratoire? Selon moi, l'art oratoire, c'est l'ensemble de méthodes et de techniques acquises pour convaincre et persuader par la parole. C'est-à-dire, dans l'art oratoire, il existe de méthodes, il existe de techniques qui s'apprennent. Et ces techniques nous permettent tout simplement à convaincre et à persuader par la parole. Par contre, dans la prise des paroles en public, dans le mot prise, il y a le verbe qui sort là, qui est le verbe prendre. Okay. Prendre la parole en public. C'est que tout le monde peut prendre la parole en public. Mais dans l'art oratoire, il ne suffit pas seulement de prendre la parole en public, il y a des méthodes et des techniques qui entrent en ligne de compte. C'est-à-dire, lorsque je prends la parole en public, il faudrait que je mette en avant la gestuelle, la posture, la gestion de ma voix, l'interaction avec le public, alors que dans la prise des paroles, puis la personne prend tout simplement la parole en public. On ne tient pas compte. Est-ce qu'il gère bien la voix? Est-ce que la personne gère bien le rythme de sa voix? Est-ce qu'elle gère la gestion, encore la posture? Donc, la prise des paroles en public est inclue dans l'art oratoire. Dans l'art oratoire, il n'y a pas que le fait de prendre la parole en public, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, la gestuelle, la posture, les sons de la voix et tout ce qui va avec. Wow. Donc, principalement, on peut dire que la différence réside dans la pratique, c'est-à-dire que l'art oratoire, il y a plus de techniques, c'est un art en réalité, donc il y a des techniques exactement à apprendre et prise de parole, c'est prendre tout simplement. C'est tout simplement comme nous, là, on prend la parole. On prend la parole, mais ça changerait de donne si et seulement on ne prend pas seulement la parole en public, mais vous allez vous rendre compte qu'on parle avec de gestes. Okay. On gère les sons de notre voix, on gère le volume, le rythme et même l'interaction avec le public. Très intéressant. Alors, Maître Jaël, vous avez dit que vous êtes une amoureuse de la parole. J'aime beaucoup ce terme, très poétique. Alors, en tant qu'amoureuse de la parole, j'en déduis que vous avez sûrement une histoire
avec la Exactement. parole. Alors, est-ce que vous pourrez nous raconter en fait cette histoire avec la parole que vous avez? Est-ce que vous pourrez nous parler de votre première expérience de prise de parole? Comment c'était? Est-ce que vous étiez plutôt en confiance dès le départ? C'était inné? Est-ce que plutôt vous aviez peur les premières fois? Comment c'était? Quand vous le dites, chaque personne a une première fois. Avant qu'on se dise aujourd'hui, espère ou pas, parce que ça fait déjà 6 ans que je forme en art oratoire. Alors, ce qui veut dire qu'il y a eu une première fois. Comme la première fois et jusqu'à maintenant, je tiens à signaler à nos chers téléspectateurs, à chaque fois qu'il faudrait que je prenne la parole en public, comme cette première fois-là, j'ai toujours la peur de parler en public. Okay. Pourquoi? Parce que la peur de parler en public, qu'on appelle encore la glossophobie, c'est un sentiment naturel. C'est un sentiment qui est tout à fait attaché à l'être humain. Tant qu'on est humain et qu'on est en vie, on a toujours cette peur de parler en public. Alors, comme la première fois, je n'ai pas toujours été à l'aise de prendre la parole en public, j'ai parfois des hésitations, je le traque, et parfois cette peur-là de ne pas être à la hauteur, cette peur-là d'être jugé encore, de se tromper, qui continue de m'animer jusqu'à aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit, la peur de parler en public, encore la glossophobie, c'est en tout cas un sentiment naturel. Okay. Mais tout simplement, j'ai appris que l'art oratoire, c'est pas une compétence ou encore un talent qui est reconnu à quelques personnes. D'accord. Mais plutôt, c'est une compétence qui surtout s'apprend et qui se travaille. D'accord. Vous avez parlé de trac, de peur. Comment vous, concrètement, vous êtes arrivé à surpasser cela et quels conseils vous pourriez donner à une personne qui débute et qui ressent cela? Comment gérer son stress en prise de parole? Comment gérer son stress? Je parlais de la peur de parler en public. On doit noter que cette peur de parler en public est appelée aussi la glossophobie. La glossophobie est dérivée de 2 mots grecs, glossa, qui veut dire la langue, et phobos, qui est la phobie, c'est-à-dire la peur de parler en public. Comment moi j'arrive à gérer cette peur? Je l'ai dit toujours à mes participants et je vais également partager cela à nos chers téléspectateurs, c'est que pour gérer sa peur de parler en public, la meilleure de toutes les astuces, c'est la confiance en soi. La première des choses, c'est que vous devez avoir confiance en vous-même. La confiance en soi, c'est se donner de la valeur. C'est dire que moi aussi je peux. Parce que la peur de parler en public, on doit noter, c'est un problème psychologique. C'est dans la tête. On s'est dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais me tromper? Est-ce que je ne vais pas oublier mon discours? Mais je tremble, j'ai la voix qui sèche. Il y a toutes ces choses, d'où l'astuce ou le meilleur des astuces, c'est passe aussi dans notre tête. C'est-à-dire, la première des choses, vous devrez avoir d'abord la confiance en vous-même. Vous dire que j'ai de la valeur, moi aussi je peux réaliser quelque chose de grand, moi aussi je peux communiquer quelque chose. Et comment c'est traduit concrètement cette confiance en soi? C'est à travers une bonne préparation. C'est-à-dire quoi? Vous avez une prise de parole en public à faire, prenez le temps de vous préparer suffisamment. Moi, par exemple, je prends le temps de me préparer. Comme vous m'avez invité à cette émission, je tiens aussi à vous remercier pour cela. Donc, j'ai pris le temps d'abord de préparer l'émission. La deuxième des choses que je fais, j'essaie de visualiser la scène dans ma tête. Là, c'est avant que je prenne la parole. Pendant que je suis encore chez moi à la maison, j'essaie de projeter déjà l'événement. C'est-à-dire, je me retrouve déjà sur les plateaux en train de parler. Donc, ce n'est pas encore arrivé, mais dans ma tête, je me vois déjà sur scène, en train de parler, en train de convaincre, en train de pâter. Dès que j'ai fini la visualisation, la troisième chose que j'ai fait lorsque j'arrive sur place, c'est faire ce qu'on appelle chez nous la relaxation profonde. C'est-à-dire, j'essaie de respirer suffisamment parce que la peur de parler en public, de fois, crée en nous une boule ici à la gorge. Des fois, on a de palpitations. Alors, pour gérer cela, tu dois respirer suffisamment avant de prendre la parole en public. Et enfin, ce que j'ai fait comme dernière chose, j'essaie de baser ou de me concentrer sur le message que j'ai à en transmettre que sur la peur que je suis en train de ressentir en ce moment. Parce que cette peur-là n'est dire que les 30 premières secondes. Okay. Ce n'est pas tout au long de ta prise de parole en public. C'est en ce moment-là que tu dois gérer ces glossophobies. C'est-à-dire une bonne préparation. Tu visualises la scène dans ta tête, tu respires suffisamment et tu te bases sur ce que tu as comme message à transmettre et non sur la peur que tu es en train de ressentir. Wow. En tout cas, j'espère que derrière vos écrans, vous êtes en train de noter tout ce qui se dit. Alors, question suivante, Maître Jaël.
Quel conseil donneriez-vous à une personne qui prépare un exercice de prise de parole? Je pense là par exemple à ceux qui doivent par exemple se préparer à défendre leur mémoire, une personne qui doit par exemple préparer une plaidoirie, une personne qui doit préparer un discours. Quelles sont les étapes pour qu'ils puissent arriver à une prise de parole réussie? Merci beaucoup, madame, pour cette question aussi pertinente que toutes les autres. Pour une personne qui doit faire un discours devant un public, la première des choses, comme je l'ai dit, la réussite d'une prise de parole en public réside dans une bonne préparation. Et comment préparer un discours? On a ce qu'on appelle les étapes dans la rédaction des discours. Parce qu'on ne doit pas perdre de vue qu'un discours, avant d'être prononcé, il est d'abord écrit ou il est d'abord rédigé. Donc avant de prononcer ou de dire votre discours, vous devrez d'abord le rédiger. Quelles sont les étapes? La première étape, c'est innuatio. C'est-à-dire, c'est en latin, c'est l'art de rechercher des arguments. Lorsque vous avez une prise de parole en public à faire, la première des choses que vous devrez faire, c'est d'abord de rechercher des arguments. Aujourd'hui, on sait où est-ce qu'on peut trouver des arguments, sur Internet, aujourd'hui dans la ChatGPT, l'intelligence artificielle, où tu as toutes les données. Donc, tu commences d'abord par rechercher les arguments, c'est la première des étapes. Parce qu'on reconnaît un bon orateur partant des arguments. Tu dois argumenter. Si tu te dis tu es bon orateur, tu dois avoir des arguments qui vont pousser à tes interlocuteurs d'être captivés, émus encore ou d'être convaincus. La première étape, je disais, il faudrait rechercher les arguments. Ensuite vient la deuxième étape qu'on appelle la disposition, c'est-à-dire des arguments que vous avez trouvés sur base de vos recherches. Vous devrez maintenant disposer cela de façon ordonnée et efficace. On sait tous comment est-ce qu'on doit argumenter. On l'a tous vu à l'école. Il faut commencer par une introduction, un développement et une conclusion. Là, c'est la règle traditionnelle qu'on connaît tous, ou la règle classique. Il faudrait commencer son discours par une introduction, un développement et une conclusion. En parlant de l'introduction, c'est-à-dire un orateur doit veiller à comment il commence son discours, c'est-à-dire son introduction. Il doit penser par une phrase qui accroche, une phrase qui inspire, une phrase qui suscite de l'intérêt avant de commencer son discours. Il y a certains qui peuvent commencer par une citation, par une histoire ou par un exemple. Donc je disais, la première étape, c'est innuatio, qui est l'art de trouver les arguments. On vient à la disposition, qui est l'art d'ordonner ces arguments de façon efficace. Et la troisième étape, c'est l'élocutio. Un orateur, c'est une personne qui trouve également de mots qui mettent en valeur ses arguments. Par exemple, à la place de dire que la République démocratique du Congo, c'est juste un exemple bien sûr, c'est un pays sous-développé. Avec élocutio, je peux dire, les conditions de vie des Congolais sont inhumaines. Parce que l'art oratoire, c'est l'art du beau, c'est l'art de bien parler. De ce fait, vous êtes appelés à trouver des mots qui mettent en valeur ce que vous êtes en train de dire. Innuatio, dispositio, élocutio. Et il y a également aussi l'axio. L'axio, c'est-à-dire quoi? Un orateur, lorsque tu parles ou lorsque tu es en train de discourir, bien que tu aies des arguments, bien que tu aies des mots qui mettent en valeur ce que tu dis, il faudrait que tu accompagnes cela avec des gestes. Parce que les gestes, c'est au fait ce qui permet à un orateur de traduire ce qu'il dit à travers de gestes. Et enfin, il y a la mémoria. Oui, il y a certains où c'est une question d'école. Certains pensent que pour un orateur, il ne doit pas mémoriser son discours. Mais nous pensons qu'au-delà de la mémoria, un orateur est appelé aussi à comprendre son discours. Je mémorise, mais je ne m'arrête pas seulement à mémoriser, mais j'essaie de comprendre. Parce que le cerveau peut aussi te trahir. Tu peux oublier, tu peux perdre de vie. Mais lorsque tu comprends la chose, tu pourras mieux le faire. De ce fait, c'est que je peux dire en un mot, pour une bonne prise de parole en public, surtout une prise de parole en public réussie, cela réside dans une bonne préparation de ton discours, tout en te rassurant que tu dois aborder un sujet que tu maîtrises. Très bien. Donc, parmi les étapes de rédaction du discours, vous avez dit innuatio, dispositio, élocutio, axio et puis la mémoria. 5 étapes. Exact. Très bien. Alors, question suivante, Maître Jaël. Maintenant, quel conseil donneriez-vous
à contrario, à une personne qui doit s'élancer dans une prise de parole un peu plus improvisée. Je pense là à ceux qui exercent le métier ou qui visent à exercer le métier de MC. Vous êtes MC vous-même et il y a un métier où on est appelé à improviser sa prise de parole. Là, la question c'est vraiment comment improviser une prise de parole. Comment improviser? C'est que d'entrée de jeu, il est important de rappeler à nos chers téléspectateurs, c'est qu'on n'improvise pas ex nihilo, c'est-à-dire on n'improvise pas dans le vide. En tant qu'orateur, s'il faudrait improviser, c'est pas dans les vides. Lorsqu'on improvise, c'est sur base de la maîtrise du sujet, je crois que je l'ai dit, c'est qu'un orateur doit maîtriser le sujet. Lorsque tu maîtrises un sujet, ça te permettra d'improviser. Je vous ai dit tout à l'heure que ça fait 6 ans que je forme en art oratoire, ce qui veut dire que j'ai la maîtrise de ce domaine. Alors on peut me demander d'improviser sur le champ, je n'aurai pas du mal parce que j'ai maîtrise des sujets. La deuxième chose, c'est sur base d'une histoire. On peut improviser sur base d'une histoire ou encore sur base d'une expérience. Tu as vécu quelque chose et l'expérience n'est pas toujours l'expérience que tu as vécue toi-même. Ça peut être l'expérience de d'autres personnes. Tu peux également t'inspirer de cela pour improviser. Alors, pour improviser, nous les disons, c'est prendre des risques. Mais des risques qui sont comment? Qui sont calculés. Donc, avant d'improviser, rassure-toi que tu as d'abord la maîtrise du sujet, que tu improvises sur base d'une histoire ou tu improvises sur base d'une expérience. Très bien. Donc, le message qu'on doit retenir ici, c'est qu'on n'improvise finalement pas ex nihilo. Nihilo. La meilleure improvisation, c'est celle qui est préparée finalement. Exactement. Très bien. Maître Jaël, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Alors, avant ça, on aimerait jouer un petit jeu, si on peut dire ça comme ça. Okay. Alors, c'est tout simplement le jeu vrai ou faux. Le concept est simple. Moi, je vous donnerai des croyances qu'on entend souvent sur l'art oratoire, sur la prise de parole. Et vous, en tant qu'experte, vous devrez simplement me dire si ces croyances sont vraies ou si elles sont fausses. D'accord. Prête, Maître Jaël? Prête. Ok. Alors, première croyance. Les personnes introverties et timides ne peuvent pas être de bons orateurs. Faux. Ok. Je pense que c'est faux parce que on peut être timide, bien que certaines personnes ne le croient pas. Je suis naturellement timide, Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est ce que Maître dit toujours, mais on n'arrive toujours pas à y croire. Je suis naturellement timide, bien qu'on soit introverti ou timide, il suffit bien de le vouloir. Si aujourd'hui la personne décide que j'ai des choses à partager, j'ai une vision, j'ai des rêves à transmettre, si ces personnes-là décident aujourd'hui d'oser, je pense qu'ils peuvent sortir de leur côté introverti pour pouvoir partager ce qu'ils ont comme idée ou encore vision. Donc je pense que c'est faux. Ça, c'est vrai. Je pense pareil aussi parce que moi je me suis rendu compte, c'est un constat que j'ai fait, j'ai réalisé que finalement pas les meilleurs, mais c'est que moi je trouvais qu'ils sont les meilleurs orateurs. Ce sont toujours des personnes qui, quand tu regardes dans leur parcours, ce sont des personnes qui disent qu'elles ont toujours été timides, elles ont toujours, vous en êtes la preuve. Exactement. Vous en êtes la preuve. Et il y a de grands orateurs, je pourrais citer Barack Obama, un très grand orateur, mais dans certaines interviews, il va nous dire que il a eu dans sa jeunesse une nature un peu plus timide, un peu plus réservée. Donc finalement, la timidité n'est pas un frein. Tout le monde peut être un bon orateur finalement. Tout le monde. Alors, Maître, deuxième croyance, un bon discours doit être long. Faux. Ok. Faux parce que chez nous, on est dans ce qu'on appelle la gestion du temps. On nous dit on gère le temps lorsque l'orateur a peu de temps ou encore a suffisamment de temps. C'est-à-dire, on peut juste t'accorder 2 minutes. Dans 2 minutes, je t'appelle à faire un discours. Parce qu'en vrai, les discours, c'est les partages du fond de ses idées ou encore de ses pensées. C'est que peu importe le temps qui t'est accordé, même lorsque vous parlez 2 minutes, c'est toujours un discours que vous êtes en train de faire. Vous devez juste ne pas perdre de vue que malgré les 2 minutes qui me sont accordées, je suis appelée à mettre en exergue les règles, les techniques qui sont reconnues en ordre. Donc je pense que c'est faux. Très bien. Prochaine croyance, il faut mémoriser chaque mot de son discours.
Ça d'ailleurs, vous y avez répondu déjà, c'est faux. C'est faux. Il ne faut pas mémoriser parce que, comme je l'avais dit, le cerveau peut vous trahir. Et puis, dans la plupart des cas, pour ceux qui sont des orateurs, qui sont beaucoup plus dans la pratique, c'est qu'ils font l'art oratoire, leur vue de chaque jour, vont vous le dire. D'habitude, c'est qu'on prévoit toujours tout ce qu'on a écrit, mais une fois qu'on est sur le public, c'est pas toujours ce qu'on dit. Mais le plus important, c'est toujours de garder les fils d'idées, bien que je ne dirai pas mot à mot ce que j'avais prévu, mais je reste dans la logique de ce que j'avais prévu de dire devant mon public. Donc, c'est faux. Alors, une belle voix suffit pour être éloquent. Une belle voix suffit pour être éloquent, je dirais aussi faux. Bien que la voix, c'est un outil très important pour un orateur parce que la voix permet tout simplement de faire, ou c'est les canaux qui permettent à l'orateur de faire passer son message. Oui, tu as une belle voix, mais qu'est-ce que tu transmets comme message? Est-ce que ce que tu dis, c'est pertinent? Est-ce que ce que tu dis, c'est percutant? Il y a toutes ces choses qui entrent en ligne de compte. Il ne suffit pas d'avoir une belle voix. Mais est-ce que tu arrives à interagir avec ton public? Parce que l'art oratoire, comme je le disais au début, c'est pas seulement le fait de parler en public. Il y a aussi cette interaction-là où tu essaies de te connecter à ton public. Exactement. Donc, seule ta voix ne suffit pas. Il y a cette interaction, il y a la maîtrise du sujet, il y a le contenu de ton message et tout ce qui va avec. Donc, seule la voix ne suffit pas. Seule la voix ne suffit pas. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit souvent des personnes qui sont complexées par leur voix. Ils n'arrivent pas à prendre la parole parce qu'ils n'aiment pas leur voix. Moi, j'ai rencontré des personnes qui, des femmes, souvent, les femmes vont avoir peur de prendre la parole quand elles ont un ton de voix un peu bas, un peu grave. Mais on remarque qu'il y a des femmes qui aujourd'hui excellent dans ce milieu parce qu'elles ont pu accepter leur grain de voix qui était un peu spécial. Je pense par exemple à une MC très célèbre, Ika Dejon. C'est bien ça, j'ai pas écorché le nom. Ouais. Oui, elle a un ton de voix un peu cassé, un peu comme quelqu'un qui a pleuré, mais c'est très spécial et c'est pour juste dire que ce que vous dites est vrai. Ouais, il faut s'assumer, il faut accepter sa voix. Exactement. Voilà. Alors, prochaine croyance, une prise de parole est une compétence transversale. La prise de parole, pardon, est une compétence transversale. Vrai. Vrai, parce que si nous essayons d'interroger l'histoire, on va nous dire que l'art oratoire, à l'époque qui était appelé la rhétorique, était un domaine qui était réservé à une certaine catégorie de personnes, dans la politique, dans l'art dramatique, dans le théâtre ou encore pour les juristes. C'était vraiment leur compétence. Mais aujourd'hui, on se rendait compte que peu importe ton domaine, tu es appelé à maîtriser de l'art oratoire. Exactement. Parce que aujourd'hui, vous pouvez être marketeur, vous pouvez être médecin, vous êtes appelé à communiquer. Parce que dans la vie, tout est communication. Exactement. Et comme je le dis à mes participants, c'est même la parole qui nous différencie des animaux. En tant qu'être humain, nous sommes appelés à parler. On ne voit pas d'abord, tu es juriste et tu es avocat. On dit en tant qu'être humain, tu es appelé à communiquer. Donc, aujourd'hui, l'art oratoire, c'est une compétence transversale. Ça, c'est vrai. Très bien. Alors, dans un discours, le fond est beaucoup plus important que la forme. Faux. Ok. Je l'ai dit ici, l'art oratoire, c'est plus globalisant. Je ne vais pas avoir un bon fond, mais si je n'interagis pas avec mon public, ça c'est la forme. Je ne peux pas commencer par exemple mon discours sans pour autant saluer mes interlocuteurs, ça c'est la forme. Okay. Vous allez, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, peut-être nos chers téléspectateurs, il y a un moment un orateur qui a pris la parole lors d'un concours d'éloquence, mais qui n'avait pas salué son public, mais ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Bref, la forme est tout autant importante que les fonds. Très bien. Alors, dernière croyance, les bons orateurs sont nés comme ça. Faux. Merci. Faux parce que si on essayait de faire référence à notre ancêtre Cicéron dit on est poète, mais on devient orateur. Il est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont nées bons orateurs, comme moi par exemple,
je l'ai dit toujours, je suis née oratrice, mais on peut aussi les devenir. Pourquoi on va les devenir? Et nous disons, mais pour ceux qui sont nés avec ces talents, ils ont besoin d'apprendre. Pourquoi? Parce que la formation vient ajouter une touche professionnelle à ta prise de parole en public. On aime toujours donner cet exemple. Imaginez-vous un enfant à la maison qui joue au football sans se former, sans passer par une école de football. Cet enfant-là ne ressemblera jamais à tous ces grands joueurs qu'on connaît, Wissa, Chancel Mbemba, Cristiano, j'en passe, on connaît tous ces joueurs. Donc la formation est très importante. On peut bien naître avec ses talents, mais on a toujours besoin de la formation. On peut aussi ne pas naître orateur, mais on peut le devenir à travers les formations. Et je l'ai dit toujours, la formation n'est pas toujours aller chez une personne pour te former, il y a aussi une auto-formation. Donc, on est poète, on devient orateur. Très bien. Merci beaucoup, Maître Jaël. Alors, est-ce que vous auriez un petit mot pour ceux qui nous suivent, aux amateurs de la parole, aux amoureux de la parole comme vous, et surtout à ceux qui débutent dans ce domaine? Est-ce que vous auriez un mot à leur adresser? S'il faudrait que je dise un mot à nos téléspectateurs, je tiens à vous dire que ne laissez pas la peur vous priver de votre voix. Pourquoi? Parce que votre histoire mérite d'être entendue. Pourquoi? Parce que votre vision mérite d'être partagée. Parce que, car la parole peut changer une vie. Qui sait? Peut-être c'est la vôtre ou celle des autres. Merci beaucoup, Maître Jaël. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs. J'espère que cet épisode vous aura appris quelque chose. J'espère que vous aurez appris à développer une compétence indispensable. Si ça a été le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas non plus de pratiquer tout ce qui a été dit par Maître Jaël aujourd'hui. Et moi, je vous dis merci, Maître Jaël. Merci pour moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'aimerais vous dire aussi à la prochaine pour un nouvel épisode, pour une nouvelle compétence à développer, toujours sur Capital Humain. Je vous dis merci et à la prochaine. À la prochaine.